Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Merci beaucoup d'être là. Bon vendredi tout le monde. Méli-mélo aujourd'hui. N'oubliez pas, je vous le demande encore, si c'est possible de partager le podcast, ça ferait notre affaire. OK, aujourd'hui, 3 sujets dans le méli-mélo. Je veux commencer avec la santé. Le ministre Dubé a livré une souris hier concernant les médecins de famille. Je vous rappelle, le gouvernement du Québec, dans la campagne électorale, il y a 3 ans, a dit, à la fin de mon mandat, tous les Québécois vont avoir un médecin de famille puis ils vont être capables de le voir dans les 36 heures suivant leur appel. Eh bien, on apprenait hier que non seulement la liste est passée de 400 000 à 800 000, mais le ministre Dubé nous dit c'est probablement même pas ça, c'est probablement 1,5 million de personnes qui n'ont pas de médecin de famille, et moi j'en suis un de ceux-là, parce que le monde ne s'inscrive pas. C'est la liste parce qu'ils n'ont pas confiance dans la liste. Alors, on est à 1,5 sur 8 millions, 8,5 millions. On est 1,5 qui n'a pas de médecin de famille. Et le gouvernement a dit aux médecins de famille, là, je vais serrer à la vis, etc., etc. Il y avait même des dispositions dans la loi 20 de l'ancien gouvernement pour serrer la vis. Et un peu comme c'est arrivé dans les autres domaines en santé, quand on a reculé sur la vaccination des employés, le gouvernement a reculé sur la menace. Et là, tout ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'il y a un projet de loi pour essentiellement dire quoi? Ben, dire que les médecins vont être obligés d'utiliser une plateforme unique pour les rendez-vous, puis le gouvernement va avoir accès à leur agenda. C'est tout. Pas plus que ça. Et ça disait aussi que, si jamais vous êtes bien occupés, les médecins, ben, je vais vous demander de libérer 10 de votre agenda pour voir des patients qui n'ont pas de médecin de famille. Fait que ça veut dire qu'il y a des patients qui ont un médecin de famille qui vont perdre leur rendez-vous pour laisser de la place aux autres. Ben, dans le fond, il y a un Québécois de pas se soigner pareil. En tout cas, c'était une souris dont le ministre a accouché. C'est pas ça qui va faire la différence. Puis il y a toutes sortes de raisons pourquoi il y a des médecins qui ne peuvent pas prendre le volume total de prise en charge nécessaire. Notamment parce qu'il fait de l'urgence, il travaille à l'hôpital, parce qu'il est en pré-retraite, puis au lieu de partir de 5 jours semaine, puis s'en aller à la retraite 0 jours semaine, il a dit m'en faire 2 jours semaine. Mais là, si on était trop dur avec, ben au lieu de 2 jours semaine, on n'aurait pas eu 5, on aurait eu 0. Fait que, il y a toutes sortes de situations. Puis il y a beaucoup aussi de nouveaux médecins qui disent je veux une qualité de vie. Je veux pas travailler comme un diable dans l'eau bénite, puis je ferai pas des journées de 14 heures à tous les jours, puis etc. Alors, tout ça pour dire que le gouvernement n'a pas le début d'une solution de comment on va régler ça. Puis il est déjà acquis, d'ores et déjà, que la promesse, tout comme la promesse de pas plus qu'1 heure et demie d'attente à l'urgence, ben, la promesse d'un médecin de famille, ben, ça va s'évaporer. Puis l'enjeu le plus important au Québec, la santé, ben, les 2 promesses fortes de la CAQ ben, se réaliseront pas. Puis c'est certainement pas avec le projet de loi d'hier qui va être adopté qu'en février en passant. Puis avant qu'on mette ça en place, ben, on va arriver aux élections. Alors, c'était pas une très bonne nouvelle reliée à ça. Notamment aussi, je veux vous parler des médecins spécialistes. L'article dans le droit nous faisait des comparables là, purement mathématiques que l'Outaouais, par tête de pipe, là, par population, on est moins avantagé en nombre de médecins avec le nombre de médecins spécialistes. À voir ça, tu dis encore une fois l'Outaouais défavorisé. OK, attention. Et là, il y a des explications qui nous arrivent. Et c'est très intéressant de voir qui fait ces recommandations-là ou ces explications-là. Son nom, c'est le docteur Nicolas Gillot. Nicolas Gillot, c'est un médecin qui travaille au CIS de l'Outaouais, c'est un médecin responsable de la gestion là, au CIS, et il nous explique, attention, là, il y a des choses, que je vais vous expliquer dans une minute, là, mais il y a des circonstances qui font que c'est pas nécessairement qu'on est défavorisé. Là. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient de lui. Qui est-il? Ben, il y a une conjointe. Ben, sa conjointe, c'est l'ancienne attachée de presse du maire Maxime Pedneau-Jobin. Alors, Laurence Gillot. C'est assez drôle que le maire n'a pas arrêté pendant toutes ces années de dire que l'Outaouais était sous-financé, notamment en santé, puis que c'était épouvantable, puis qu'elle est complice de ça, là, était bien d'accord avec son maire, elle écrivait ses discours, puis ses communiqués de presse. Puis le mari de ce madame-là vient dire, c'est pas vrai pantoute. Il y a des circonstances qui font en sorte qu'on explique pourquoi il y a une pénurie de spécialistes. Puis il y a 3 raisons. Il n'y a pas nécessairement une pénurie de... Je recommence.
Ce dont on parle ici, là, c'est les effectifs médicaux, les plans d'effectifs médicaux, ce qu'on appelle les PREM, les plans régionaux d'effectifs médicaux. Et là, on disait, ben, dans les PREM, il n'y a pas assez de cardiologues, par exemple, par rapport au Saguenay. Ce que le docteur Gillot expliquait dans un premier temps, c'est que c'est pas un problème de PREM, c'est pas un problème de nombre de postes disponibles pour l'Outaouais, c'est un problème que les médecins viennent pas. Puis il y a des postes ouverts qui sont pas occupés par des médecins. Fait que c'est pas un problème de cash. Il y aurait de l'argent pour les payer. C'est qu'on a de la difficulté à les attirer. Il y a 1000 raisons, là. La vétusté des équipements, la précarité de notre réseau, tout ça, c'est vrai, là. Mais l'enjeu ici n'était pas nécessairement l'argent. Il manque des bras agissants. Les postes sont disponibles. Ça, c'était le premier facteur. Le deuxième facteur pour expliquer que, ouais, mais attendez, l'enjeu n'est pas nécessairement le manque de médecins spécialistes. Exemple, pour un chirurgien, lui, dans la vie, il faut qu'il opère. Bon. Mais pour opérer, il faut qu'il ait accès à un bloc opératoire, une salle d'opération. Mais pour avoir accès à une salle d'opération, il faut qu'il y en ait assez. Mais surtout, celles qui sont là, il faut qu'elles soient complètement opérantes avec du personnel, notamment des infirmières. Le problème, c'est qu'on ferme nos blocs. Ils ne sont pas tous ouverts, puis il en manque. Fait que c'est pas un problème d'attrait. On a l'argent pour attirer des médecins. Le problème, c'est que j'ai pas de monde autre que des médecins pour faire rouler les salles d'opération. Puis le troisième phénomène, c'est assez particulier, là, c'est bien important de comprendre ça, c'est que les PREM sont aussi offerts en fonction des listes d'attente. Et nous, peu importe ce qu'on en dit, l'avantage d'avoir des corridors de service avec Ottawa ou des patients québécois, sans payer plus, ont des soins de qualité à Ottawa, à 20 minutes de chez eux plutôt qu'à 2 heures de route à Montréal, bien, le fait qu'on a des plateaux de service ouverts puis qu'on a du monde qui se font opérer et soigner à Ottawa diminue, dans un certain sens, les listes d'attente, ce qui nous nuit pour avoir des médecins. C'est un petit peu au cours après la queue. Alors, je vous explique ça parce que c'est intéressant d'entendre cela de la part de Nicolas Gillot. C'est un petit peu complexe. L'histoire de la santé en Outaouais, la proximité d'Ottawa est à la fois un avantage et un inconvénient. Et la pénurie de personnel, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas un problème de disponibilité de postes et d'argent, mais c'est qu'on a de la difficulté à attirer du monde. Puis je vais vous dire que la mauvaise presse de la santé en Outaouais ne doit pas aider. Quand quelqu'un évalue la chance de venir s'établir en Outaouais, a étudié à Laval, a étudié à Sherbrooke, a étudié à l'université à McGill, par exemple, puis tu as le choix, je suis pas sûr que tu choisis l'Outaouais avec tout ce qu'on entend dans le réseau. La faculté satellite de médecine, qui a été inaugurée, va aider là-dedans, ça c'est vrai. Puis aussi, l'annonce d'un nouvel hôpital, la construction d'un nouvel hôpital, va sûrement aider ça aussi, mais dans 10 ans, dans plusieurs années. Parce qu'un médecin, un chirurgien ne viendra pas ne pas opérer pendant 10 ans en attendant peut-être que l'hôpital va ouvrir. Ça ne marchera pas comme ça. Alors, je voulais vous parler de cela. Ça, c'est la première chose. L'autre chose que je voulais vous dire aussi reliée à ça, c'est intéressant de lire les commentaires. Le fait qu'on a de la pénurie, donc on manque des vrais bras là, de médecins spécialistes, a un effet également sur les médecins de famille. Et la difficulté d'avoir donc des rendez-vous avec les médecins de famille découle aussi du fait qu'un patient qui est référé pour un spécialiste, au lieu de voir le spécialiste en temps opportun, souvent c'est très long et sa situation requiert qu'il revoie un médecin généraliste. Alors qu'en théorie, je l'envoie voir un médecin spécialiste, puis là, c'est lui qui s'en occupe, le médecin généraliste en Outaouais, lui, est pris à revoir souvent le même patient, faute d'avoir un rendez-vous en spécialité, ce qui vient augmenter la charge des médecins spécialistes. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on veut blâmer les médecins spécialistes de ne pas assez prendre de patients en charge. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Je vais vous parler de ça. L'autre sujet dont je veux vous parler, ça fait longtemps que j'ai ça sur la table à dessin et aujourd'hui, je crois que c'est le meilleur moment de vous en parler avec l'annonce de Denis Coderre qui quitte la vie politique. J'espère qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vous posez la question suivante. Mais comment ça, il se pose la question? Il a été battu. Comment ça, il quitte la vie politique? C'est normal, il a été battu. Attention. Non, c'est pas normal, c'est pas automatique. Puis la raison, il y a un mot qui explique ça. Le mot, c'est le mot colistier. Colistier. Je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer ça, puis vous expliquer qu'on n'a pas ça à Gatineau, puis je vous explique pourquoi. Alors, la loi prévoit
que les villes de 100 000 de population et plus, et qui ont des partis politiques, le conseil municipal peut, par résolution, implanter le principe de colistier dans leur ville. Alors, les critères, c'est 100 000 et plus, des partis politiques, ou au moins un, puis que le conseil vote une résolution. La loi le permet. La loi dit que c'est comme ça qu'on fait ça. Puis le colistier, c'est quoi? Bien, c'est comme si moi, je me présente à la tête d'Action Gatineau, exemple, Maude Marquis-Bissonnette. Maude Marquis-Bissonnette aurait pu, si la Ville avait fait les démarches, donc dans l'éventualité que la Ville l'avait faite, aurait pu identifier, je sais pas moi, Annick Desmarais, ici, Annick Desmarais, en disant « Tu es ma colistière », puis que si Maude Marquis-Bissonnette perd à la mairie, puis que Annick Desmarais gagne dans le quartier, Maude Marquis-Bissonnette aurait pu dire à Annick « Je te bump, bye, et je prends ta place et je deviens chef de l'opposition officielle. » Ça, c'est le principe de colistier qui existe et les villes de Montréal et de Québec, par exemple, ont adopté ça. C'est pour ça qu'à Montréal, on attendait la décision de Nicodère, qui avait un colistier, une colistière dans le fond, puis il aurait pu dire à cette dame-là qui a été élue puis que lui a perdu, il aurait pu dire à la dame « Je vais prendre ta place » puis siéger au conseil municipal. C'est pour ça qu'on attendait sa décision, puis aujourd'hui, il a dit qu'il quittait la vie politique, parce que tu as toujours le choix. Ce principe de colistier, donc, fait en sorte qu'un candidat à la mairie est capable de devenir chef de l'opposition. Puis c'est clair, là, sur le bulletin de vote, c'est clair, c'est au vu et au su de tout le monde, c'est pas caché, là. Ici à Gatineau, la ville de Gatineau n'a pas adopté cette résolution-là. Pourtant, Action Gatineau avait ça dans ses cartons, dans ses programmes politiques. Mais il faut comprendre que c'est complètement inéquitable que le principe de colistier ne s'applique qu'aux partis. Parce que France Belle-Île, même si la ville avait dit oui au colistier, France Belle-Île, puisqu'elle n'est pas à la tête d'un parti politique, n'aurait pas pu siéger au conseil dans l'opposition puis bumper un conseiller indépendant qu'elle aurait identifié comme colistière, par exemple. Elle n'aurait pas pu dire, par exemple, à Louise Boudria, « Bon, j'ai perdu la mairie, puis toi, tu as gagné dans ton quartier, je te bump, puis je prends ta place. » Parce que la ville n'a pas adopté ce règlement-là. Puis pourquoi la ville ne l'a pas adopté? Bien, probablement parce que les indépendants, majoritaires dans le temps de M. Pedneau-Jobin, n'avaient pas d'intérêt à permettre aux futurs candidats d'Action Gatineau de siéger au conseil, même s'ils perdaient. Mais ça vous prouve d'autant plus que combien c'est défavorisant pour les indépendants que les lois québécoises défavorisent les indépendants. Hier, je vous faisais la démonstration que les partis politiques peuvent financer pendant 4 ans, pas les indépendants. Les partis politiques reçoivent de l'argent de la ville pour chaque vote qu'ils ont reçu, pas les indépendants, au cours des années, je parle. Je vous faisais la démonstration que là, on apprend, sous la plume de Mathieu Bélanger du droit, que les indépendants, s'ils ont plus que 20% du vote, sont capables d'avoir des budgets de recherche provenant du cabinet du maire, ce qui n'est pas le cas des indépendants. Puis aussi la question des colistiers, qui n'est pas possible pour des indépendants. Alors, ça prend un ménage pour rendre ça plus équitable, ça c'est bien certain. Fait que je voulais vous parler de cela. En vous parlant de cela, je veux bifurquer à Québec, parce que hier, le maire de Québec, le maire sortant de Québec, Régis Labaume, m'a envoyé une lettre de 10 pages au premier ministre pour dire 2 choses. 1, pour dire, ton projet de tunnel, c'est fou à attacher. Pas comme ça qu'il dit ça, là, mais il y en a 10 pages, là, des statistiques, de la démographie, des statistiques économiques, croissance de la population, répartition d'âge, les enquêtes origine-destination. C'est une lettre étoffée, là. Mais il dit essentiellement au premier ministre, tu fais fausse route en voulant faire cela. De toute façon, la population n'est pas dans l'Est, bon, etc. Puis, ensuite, deuxième partie de la lettre, dit le tramway, son projet de tramway, ben, c'est rendu que ça coûte trop cher à cause du gouvernement du Québec. Ils ont changé les règles du jeu, on est obligé de recommencer un appel d'offres, etc., etc. Il envoie ça le 11 novembre, 4 jours après l'élection. Pourquoi je vous parle de ça? Puis, en passant, à Québec, ils ont la possibilité d'avoir des colistiers, mais la dauphine de Régis Labaume, tu es tellement sûr de gagner, elle n'a pas identifié. Parce qu'il faut que tu identifies ta colistière ou ton colistier, puis elle ne l'a pas fait. Je reviens à la lettre. Moi, je ne veux pas vous parler du fond de la lettre. Mais je trouve ça assez particulier que durant la campagne, le maire n'a pas dit un mot.
Puis le parti du maire a dit « on ne se mêle pas du tunnel. C'est un projet de Québec, puis on ne se mêlera pas de ça pendant la campagne électorale. » Alors que 4 jours après l'élection, le maire de Québec, dans une lettre rendue publique, fustige le projet. Quand tu sors par la petite porte, là, c'est ça que ça donne. S'il croyait ça, pourquoi il a gardé ça secret? Puis pourquoi il n'a pas participé à la campagne puis que ça devienne un enjeu électoral à Québec? Non, il a laissé son parti faire comme si tout était beau. Ils ont décidé de ne pas s'en mêler en campagne, alors que c'était le temps. Puis 4 jours après, ils s'en mêlent, juste avant de partir. Puis ils tirent dans les jambes de François Legault. Moi, j'ai trouvé ça cheap. Moi, j'ai trouvé que, tu sais, tant qu'à le faire, ben, fallait en campagne électorale, fallait avant la campagne électorale, bats-toi contre le tunnel, dis que ça n'a pas de bon sens, blâme Québec pour les augmentations de coûts du tramway, puis partez en campagne là-dessus. Non, il attend 4 jours après. Et dernier sujet, je veux vous parler de Longueuil, dans le fond. Élection municipale de dimanche à Longueuil, Catherine Fournier a gagné. Elle était une députée, elle était indépendante, mais elle avait été élue en 2018 au PQ. Elle a quitté le PQ pour siéger comme indépendante. Tout ça amène donc l'obligation d'avoir une élection complémentaire dans Marie-Victorin, un comté traditionnellement péquiste. Avant, c'était Bernard Drainville, ça a été Catherine ensuite, Fournier. Et ce qui est assez intéressant de constater, c'est que là, il va y avoir des tests importants, notamment, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, un gars qu'on connaît en Outaouais parce qu'il a été ici, le nouveau chef du PQ, en théorie, il devrait se présenter là. C'est un comté péquiste, il se libère avant l'élection. Est-ce qu'il va avoir le courage de se présenter à l'élection complémentaire? Déjà, les libéraux ont dit on ne mettra pas personne contre. Je comprends, ils ont fini 4e la dernière fois, ils ont eu 15 % du vote, puis le PQ avait gagné à 31 % du vote. Mais Dominique Anglade dit on ne mettra pas personne. Québec solidaire a déjà dit, en tout cas, je ne suis pas sûr, je pense que c'est encore ambivalent, mais c'est clair qu'ils réfléchissent à mettre quelqu'un. Éric Duhaime, l'autre chose, a dit qu'il mettait quelqu'un. Et ça va être un bon test pour Éric Duhaime aussi. Alors, imaginez le PQ qui se présente là, dans un comté en banlieue de Montréal, traditionnellement péquiste. Bon, si Paul Saint-Pierre Plamondon gagne, on va dire c'est normal, c'est un comté péquiste. Puis là, il va faire son entrée à l'Assemblée nationale comme chef du PQ. Mais s'il perd, avez-vous idée, à quelques mois des élections générales prévues pour octobre prochain, qu'est-ce que ça va avoir de l'air comme impact sur les troupes du Parti québécois? L'autre beau test, c'est pour Éric Duhaime. Éric Duhaime qui augmente dans les sondages, mais à cause d'un enjeu, là, la question de la gestion de la pandémie, plus populaire à Québec qu'ailleurs. Où est-ce qu'il va terminer? À combien de pourcentage de vote va-t-il terminer dans Marie-Victorin? Alors, on va voir ça, parce qu'aujourd'hui, on va s'entendre, je termine là-dessus. Aux prochaines élections, moi, je suis pas mal sûr qu'on s'entend tout de suite pour dire que la CAQ va gagner. On s'entend aussi pour dire qu'il va y avoir une chicane entre le PQ et Éric Duhaime, qui va être dernier. Puis après ça, la question, c'est qui va être l'opposition officielle? Est-ce que c'est le Parti libéral du Québec ou Québec solidaire? Alors, ça va être un premier son de cloche dans Marie-Victorin, ce qu'on va voir là, probablement au retour des fêtes, si l'élection partielle est déclenchée. C'est ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas, un fabuleux concours où tout le monde gagne. Et tout le monde gagne. Vous êtes capable donc de vous inscrire. La description, pour célébrer 1 an de podcast, la description, elle est dans la description du concours et dans une vidéo contenue dans la description du podcast. Puis l'inscription aussi se fait directement là. Vous avez certaines informations à remplir pour qu'on puisse vous envoyer votre cadeau. Puis je vous garantis un cadeau surprise par rapport à ça. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Puis je vous souhaite un super week-end et je vous retrouve lundi pour un autre podcast. Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut!